Bonjour. Alors j'avais commandé un projecteur spécial qui évite qu'on fasse des photos de mes slides, mais le CNAM n'ayant pas ça en stock, vous avez le droit de prendre des photos, hein, c'est pas interdit. C'est public. Alors on va parler de communauté comme étant une pierre angulaire dans un système de management des connaissances. Gonzague a parlé ce matin effectivement de ISO, et dans ISO effectivement il y a des petites choses qui ont trait aux communautés. Donc je vais vous montrer pourquoi et en quoi les communautés peuvent aider surtout à la notion de maintenance d'un système KM. Alors juste rapidement, donc moi effectivement comme a dit Gonzague, je donne des cours au CNAM ici concernant le KM. De même que aussi à Kedge, un peu à Schema et bientôt à Sorbonne Nouvelle, et je suis consultant dans ces domaines-là. Et j'ai été longtemps directeur du KM chez Schneider, où là j'ai mis en place le programme de communauté de Schneider, ainsi qu'une encyclopédie collaborative et d'autres sujets liés au partage et au REX dans les projets. Alors, le topic, c'est ISO 30401. Donc, si vous le lisez, comme a dit Gonzague, le chapitre 4, il y a le 4, le 5 et l'annexe. Donc là, c'est le 4. Et dans le 4, il y a le 443. Et il y a deux endroits où on parle des communautés. C'est un, effectivement, pour la transmission des connaissances. Et là, on dit effectivement interaction humaine entre communautés de pratique. Et puis, comme élément qui facilite effectivement ce management, dans le côté humain, il y a évidemment l'animateur de communauté. Et ça, on en a parlé tout à l'heure chez l'AMF, il n'y a pas de communauté sans animateur. C'est un doux rêve du management, je vous le dis franchement, de créer des RSE, des réseaux sociaux d'entreprise, où on dit on va créer un Yammer ou d'autres, les gens vont créer des communautés, et ça va aller tout seul, les gens vont échanger entre eux, et ça va marcher, etc. S'il n'y a pas d'animation, c'est comme une association dans la vraie vie, s'il n'y a pas de président et un bureau qui fait bouger les choses, généralement, ça finit par quelque chose qui est mort. Donc, ceci étant dit, voilà le rôle des communautés par rapport à l'ISO. Donc, on va creuser qu'est-ce que c'est qu'une communauté dans un dispositif KM. Donc, ce petit schéma, il vient de l'APQC. L'APQC, je ne sais pas si vous connaissez, apqc.org. C'est American Productivity on Quality Center, c'est à peu près 50 ans. Ils ont une grande practice dans le KM. Ils sont basés à Houston, au Texas. Ils font une conférence annuelle sur le KM au mois de fin avril, qui est la meilleure pour moi conférence KM au monde sur le sujet, avec plein de professionnels. C'est vraiment l'endroit où il faut aller pour savoir ce qui se passe dans le domaine du KM, dans les boîtes et tout ce qui est nouveauté. Et ils ont ce petit schéma qui montre vraiment deux parties, hein, l'interaction humaine et la notion de connaissance, avec effectivement la notion de self-service, donc tout ce qui est moteur de recherche, base documentaire et autres, où là typiquement il y a très peu de relations humaines et on a de la doc explicite, hein, des vidéos, du texte, etc. Et on a à l'opposé complet tout ce qui est transfert de pratique entre les gens, où là c'est carrément de bouche à oreille de droïde. C'est je t'apprends comment on va faire une soudure sur un matériau. Je t'apprends comment on va être chef de projet. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas en lisant les livres. On l'apprend par la pratique, par des gens qui vous le montrent. Donc c'est très tacite et il y a beaucoup d'interactions humaines. Et au milieu, les communautés, c'est à cheval parce que ça permet aussi de pouvoir des gens qui échangent entre eux. Il y a quand même une partie interaction, mais aussi une partie capitalisation avec une notion de pratique qui est échangée entre les gens, de notion de métier. Pratique et métier, ça vont très bien ensemble. Alors, vous connaissez tous les structures dans les entreprises. Hein. Celle de gauche, bon, elle est très classique. C'est une équipe projet où il y a un chef de projet, avec notion de responsabilité, objectif, livrable, évaluation et d'autres. La monarchie, évidemment, ça peut arriver dans les petites PME, mais c'est rare, hein, mais ça peut arriver quand même. Et puis la communauté, où là, totalement horizontale, il n'y a pas de notion de chef, notion d'animateur naturel, un leader naturel, il n'y a pas de notion de responsabilité, de livrable, etc., etc. Donc c'est très informel, c'est très différent, et pour beaucoup de boîtes, c'est très dérangeant parce qu'on est dans un mode où on contrôle pas. Les gens sont entre différentes parties de l'entreprise, c'est horizontal et entre eux, ils échangent. Alors, pour bien fixer les idées, je vais vous donner un exemple. C'est une communauté liée à un processus métier, qui est le processus qui délivre des projets pour les clients chez Schneider. Donc, eux, ils sont 200 personnes.
Ils sont situés dans près d'une quinzaine de centres dans le monde et il y a un processus métier qui est mis à jour régulièrement, dans lequel d'ailleurs on a mis avec mon équipe un bout KM dedans, qui est la partie REX, comment est-ce qu'on capitalise et qu'on réutilise les retours d'expérience, et pas à la fin du projet bien sûr, mais dans le cours du projet. Donc on a aussi travaillé avec eux. Et évidemment, ce sont plusieurs milliers dans le monde concernés par faire ces projets. Et comme toute communauté, il y a trois grands, disons, parties, dont je vais parler tout à l'heure plus en détail, qui sont les gens impliqués. Donc en l'occurrence, il y a un animateur de communauté, parfois il y en a deux. Ils sont 200 dans le monde, dans 15 centres. Et puis, vraiment, ce qu'ils doivent faire, c'est la notion d'améliorer tout ce qui est consistance, etc., et in fine, la business performance de la boîte. C'est pas eux qui vont faire que ça marche, mais ils vont aider à ce que ça marche, avec un aspect évidemment très opérationnel et une notion de communication et de connaissances à partager. Donc, eux vont vraiment aider cette connaissance pour qu'elle circule entre les gens et qu'elle soit capitalisée et que ça améliore cette circulation entre ces gens qui sont dans 15 centres dans le monde. Vous avez donc des gens en France, des gens en Inde, en Chine, en Amérique. Et donc, c'est comment on peut faire circuler ça mieux avec les outils qu'il y a évidemment, que ce soit Skype pour tout ce qui est webinar, conférence en ligne, Yammer pour tout ce qui est échange de la communauté en mode asynchrone, Box où on stocke l'information qui va être échangée, et puis des séminaires physiques, etc., et des réunions qu'il peut y avoir pour qu'ils puissent effectivement échanger entre eux. Donc c'est un type de communauté qui marche bien autour d'un process. Alors maintenant, le mot communauté, c'est un mot qui est hyper galvaudé. C'est pour ça tout à l'heure, quand j'écoutais LMM, je me suis demandé, quand vous avez dit une communauté projet, je me suis dit, ça m'a fait mal dans le corps là. Parce que je me dis, une communauté, c'est quoi ? Et c'est un mot, alors là, j'entends souvent la communauté RH, la communauté informatique, la communauté des projets, la communauté. C'est un mot qui est assez, comment dire, assez à la mode. C'est plus sympa que de dire mon équipe ou de dire ma direction. C'est ma communauté, ça va quand même mieux. Donc pour moi, je pense qu'il faut un peu recadrer les choses et savoir de quoi on parle. Alors, il y a pas mal de mots pour ça. Un groupe Yammer. Alors ça, effectivement, le groupe Yammer qui devient la communauté Yammer. Alors ça, franchement, j'entends tous les jours. Et c'est un abus de langage phénoménal. L'outil devient la communauté, alors que c'est un groupe de personnes, mais on pense que l'outil suffit à. D'accord. Donc pour ça, c'est une définition que COP1, tout à l'heure on parlait de COP1, qui est l'association des praticiens du KM, dont je suis le vice-président, qui est à peu près une cinquantaine de personnes, et qui effectivement est une communauté en tant que telle, qui réfléchit sur la notion entre autres de communauté. Il y a 2 ans, on avait fait un événement, il y a 3 ans, à Schema sur les communautés en entreprise, et on avait fait un petit manifeste qui est disponible en ligne. Sur le site web de mon entreprise, si vous allez sur Amalté, vous trouverez, il y a un lien vers le petit manifeste qui explique ce que c'est que des communautés. Et typiquement, on a écrit vraiment c'est quoi une notion, c'est un collectif de gens qui ont confiance entre eux. J'ai confiance avec les autres. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de communauté. Ça, c'est fondamental. Donc le problème, c'est comment on crée la confiance entre les membres. Et puis une notion effectivement de bien pour tout le monde, le bien pour l'entreprise, le bien pour mon équipe, le bien pour le département, et puis le bien de chacun. Il y a le fameux, en anglais, le fameux what's in it for me, c'est qu'est-ce que j'y gagne en fait. Et donc s'il y a cette notion de j'y gagne pour moi, j'y gagne aussi pour mon environnement, pour mon entreprise, pour mes clients, alors effectivement les gens seront intéressés d'interagir. Et ça marche parce que les gens vont collaborer entre eux, entre entités horizontales. Et ce qui est fondamental, c'est la notion de rituel. Vous savez tous que si on veut maigrir, il faut qu'on fasse tous les jours du sport. C'est un rituel. S'il n'y a pas de rituel, on oublie et on ne fait rien. Donc pour que les choses fonctionnent, pour que les gens échangent, il faut créer des rituels. Il y a un rituel que c'est quelqu'un qui anime. D'où le rôle de l'animation pour ritualiser des échanges, du genre des webinaires tous les mois, des groupes de travail, pour qu'il y ait des choses qui se passent, ou des messages sur le réseau social. Sinon, effectivement, s'il n'y a pas de rituel, ça va se déliter. Et puis après, il y a la valeur. Il y a la valeur pour soi, la valeur pour les gens, et qui est échangée et capitalisée. Et la notion, effectivement, d'être capable d'animer un groupe où il n'y a pas de pouvoir, en fait, sur les gens, ils peuvent échanger entre eux. Ils peuvent comme ça, disons, d'eux-mêmes, dans leur temps libre, si on veut, échanger et produire quelque chose. Et arriver à animer ce groupe de personnes, pour moi, c'est un rôle fondamental du manager de ce siècle-ci, très différent du manager je commande et je contrôle. Dans beaucoup de boîtes, les gens qui ont ce genre de rôle
après, ont des fonctions globales transverses parce qu'ils savent animer un groupe sur lequel ils n'ont aucun pouvoir. Alors, pour résumer l'histoire des communautés et des projets, j'ai fait un petit schéma. On voit très bien qu'il y a donc des fonctions globales, des usines et des agences. Il y a un métier, une notion effectivement de communauté de pratique, où là, il y a un animateur quelque part et puis des membres partout. Une équipe hiérarchique où classiquement, vous avez des structures. Une équipe projet où il y a une notion de chef de projet avec des gens qui sont dans différents sites. Vous avez des équipes autonomes qui peuvent, sur un sujet précis, se mettre ensemble et avancer sans vraiment qu'il y ait une notion de chef et d'autres. Et puis, le réseau, la communauté spontanée, un peu à la Yammer, où là, effectivement, il y a des gens qui sont un peu partout, qui sont dedans. Alors, s'il vous plaît, utilisez le mot communauté avec parcimonie dans le cas où c'est vraiment une communauté et dites le reste, c'est une équipe projet, une équipe hiérarchique, mais soyez clairs avec les termes, sinon il y a de la confusion qui se crée au sein des esprits. Alors, 2 exemples encore une fois. Donc là, c'est le niveau au-dessus. Une fois qu'on a créé une communauté, on peut en créer 10, 20, 50, la MEF en a à peu près 25, c'est ça à peu près, je crois. Et Schneider est allé jusqu'à 200. Schlumberger, où j'étais aussi avant, à peu près 150 à 200. Donc là, à un moment, on crée un programme de communauté qui va animer l'ensemble des animateurs de communauté, créer la communauté des animateurs. En l'occurrence, il y en avait 220, de telle manière que ça puisse effectivement fonctionner et qu'on ait des mêmes règles de fonctionnement pour les communautés qu'une notion de il faut qu'une communauté ait tel style, il faut qu'il y ait une charte, il faut qu'il y ait un animateur, il faut qu'il y ait un sponsorship, et on améliore l'ensemble du système, et avec un sponsorship fort au niveau du management, au niveau du COMEX, pour dire c'est super important, on doit avoir des communautés, j'y crois beaucoup, et donc on va les faire marcher, et comme c'est business, on va aider à gagner du temps, réduire les coûts et avoir plus de business. Et ça, c'est la promesse que l'on livre au management. Et après, évidemment, on s'assure, et ça je vais en parler après, qu'on peut mesurer les fameuses promesses qu'on a faites au départ pour que ça justifie le temps que les gens passent dans ces communautés. Il ne faut pas se cacher, ça prend un petit peu de temps. Et quand on l'anime, encore plus. Donc le management va dire, OK, on passe du temps là-dessus, mais montre-moi que ça marche. Un autre exemple qui est Ubisoft au Canada. Et là, c'est carrément radical. Et eux, ils se sont dit, ils sont 6000. On sait tous que le système hiérarchique le système matriciel ne marche pas très très bien. Et vous avez des projets. Un projet, c'est un jeu vidéo. Et puis avant, il y avait en vertical des directions par rapport à des grands domaines. Ils se sont dit, ça ne marche pas. Donc on va flinguer tout ça. On va garder la hiérarchie pour tout ce qui est corporate, les grandes fonctions comme le marketing, finance et d'autres. Et le reste, ce sera des projets, un jeu vidéo, des communautés qui sont liées par exemple aux gens qui sont des preneurs de son, des gens qui font les animations, les programmeurs. Et donc ces gens-là ont des communautés par rapport à leur domaine, ouvertes à l'extérieur, et c'est via ces communautés que le savoir est créé et est mis à jour dans le cadre de l'entreprise pour les prochains jeux vidéo. C'est pas les projets ne sont pas là pour créer du savoir, ils sont là pour délivrer. Les communautés sont là pour gérer le savoir de l'entreprise. C'est vraiment un changement fondamental qui a été mis chez Ubisoft. Il y a un article scientifique dont que je cite en bas à gauche qui explique justement comment ça a été mis en place et qu'est-ce que ça fait. Alors maintenant, les communautés, moi je suis d'avis qu'il faut les piloter. Communautés de pratique. Communautés spontanées, on les laisse vivre. De pratique, il faut les piloter, comme dirait Jean-Philippe Boutz, qui est un chercheur à Strasbourg. Et donc pour nous, on a vraiment marqué, qui c'est vrai dans beaucoup d'entreprises, il y a 3 grands facteurs de succès. Il faut qu'il y ait des rôles, des objectifs et des interactions entre les membres. Alors je commence par les rôles. Fondamentalement, il faut qu'il y ait un animateur. S'il n'y a pas un ou plusieurs personnes qui sont là pour s'occuper de la communauté, la faire vivre, ça ne marchera pas. Et l'animateur, en général, à votre avis, c'est combien de temps en termes de pourcentage ? 10%, 20%, 50%. Qui est pour 10 ? Quelques mains. Qui est pour 20 ? Ça monte. Qui est pour 30 ? 50 ? Bon, généralement, c'est 20%, c'est un bon chiffre. Ça veut dire 1 jour par semaine. Ça veut dire qu'il faut justifier auprès de son chef qu'on passe 1 jour par semaine à faire autre chose que son vrai boulot. Pas facile. Donc ça veut dire qu'il faut prouver que ça marche. Par contre, si vous imaginez ce que vous faites si vous êtes président d'une association, le temps que vous mettez pour l'animer et la faire vivre, ça prend du temps.
Parce que pourquoi? Parce que cette personne doit animer le groupe, stimuler les membres, encourager, regarder les projets qui sont en cours dans la communauté, ça prend du temps. D'abord, on peut être 2 leaders, ce qui peut être parfois mieux. Alors souvent, ça peut être un senior plus métier et un junior plus animation pour que le binôme fonctionne très bien. Mais c'est fondamental. Et pour évidemment donner un petit peu de temps libre, il faut avoir des champions, hein, une core team, comme on peut dire aussi, qui est là pour aider dans des rôles précis. Par exemple, la notion de capitaliser. En mauvais français, c'est la curation du contenu généré par la communauté pour qu'elle soit effectivement conservée et mise à jour. Les membres, évidemment, ils participent, 3 à 5%. Ça fait quand même, ça prend un petit peu de temps. Et puis un sponsor métier qui est là pour dire j'y crois, je supporte. Et s'il faut à un moment des sous pour quelque chose, je suis là pour payer. Exemple typique du sponsor. Au début, quand on a commencé à lancer les communautés chez Schneider, il y a une communauté technique et le leader me dit écoute, j'ai un de nos experts qui a reçu l'accord pour pouvoir présenter dans une conférence un papier sur ce qu'on fait dans le domaine, c'est hyper pointu, ça va faire de la promo pour Schneider. Et son chef ne veut pas y aller parce qu'il ne veut pas payer les 2000 € pour payer l'avion et l'hôtel pour aller sur place. Il me demande, as-tu de l'argent? Je dis, moi, non, mais tu as un sponsor, donc demande-lui. Donc il va voir son sponsor, qui est un patron, donc un vice-président. Le sponsor, tout vice-président a de l'argent de côté, hein, il a peut-être 100 000 € à discrétion dans un tiroir pour des projets spécifiques. C'est sûr que 2000 € pour lui, c'est rien. Donc il a dit, ok, il n'y a aucun problème, je te paye l'avion parce que justement c'est un bon moyen pour que la boîte soit connue. Donc le sponsor, c'est fondamental pour justifier et défendre la communauté contre surtout les managers intermédiaires qui veulent tuer le truc parce qu'ils diront, votre communauté me prend du temps, mes gars font autre chose que de travailler et l'animateur, il a autre chose à faire. Très vrai dans les cas où les membres sont des communautés ou des gens qui sont facturables. Parce que dès qu'on est facturable, on va vous dire, qu'est-ce que vous faites ici plutôt que chez le client? Et donc, il faut justifier que la communauté va amener suffisamment de valeur pour que ça paye, en fin de compte, le temps qu'on n'a pas passé avec le client parce qu'on sera bien meilleur. Donc, il faut vraiment un sponsor qui puisse défendre l'idée que la communauté a un intérêt business et que ça marche. Alors, évidemment, une communauté, c'est bien gentil, mais ça ne marche pas forcément très bien. Et il y a souvent la notion là, du fameux 90-9-1, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'une communauté qui font que de regarder, qui regardent ce qui se passe. Il y en a un petit peu qui agissent, puis très peu qui agissent vraiment. Alors quand on est sur LinkedIn, sur Facebook, quand on est 1000 ou 2000, il y a suffisamment de monde pour que ça discute. Le fameux 1% de 1000, ça en fait 10, et les gens sont actifs. Quand vous êtes 50 dans une communauté, 1% de 50, c'est pas beaucoup. Hein. Donc ça veut dire que il faut de l'animation pour remonter et que les 1% deviennent beaucoup plus nombreux. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas une animation qui force un peu le système, ça va retomber comme un soufflet. Donc n'imaginez pas qu'un groupe de 100 personnes va être animé de manière autosuffisante tout seul. À 1000 et quelques, il y aura quelques trucs qui vont s'échanger. Une communauté, souvent c'est pas 1000 personnes, c'est 50, 100. Donc là, il faut quelqu'un. C'est très très humain. Deuxième partie, c'est objectif. Communauté de pratique, elle est là pour un but. Et un but pour les membres, un but aussi pour le business, un but pour les clients. Et les gens qui veulent dedans disent pourquoi je suis là. Donc il faut qu'elle ait un domaine d'activité. Une communauté, tout à l'heure j'en ai parlé, du processus métier pour les projets clients. Ça c'est le scope de la communauté. Et qui on vise les gens qui sont à l'intérieur. Et qu'est-ce qui n'est pas dedans? Ceux qui ne sont pas dans ce genre de processus. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On se réunit pourquoi? Penser à une association et à sa charte, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Est-ce qu'on veut faire des bonnes pratiques? Est-ce qu'on veut avoir un livre blanc? Est-ce qu'on veut échanger? Est-ce qu'on veut de l'entraide, etc., etc. Et ça, évidemment, on peut le mettre à jour chaque année. On se repose la question, qu'est-ce qu'on y a ensemble? Qu'est-ce que l'on veut faire? Donc il y a un travail régulier qui est de se rechallenger chaque année, pourquoi est-ce qu'on est ensemble et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et puis, in fine, animation. Si on est une communauté, disons, comme les historiques des communautés qui ont été analysées, celles de Xerox sur les réparateurs de photocopieuses il y a plus de 30 ans, c'est facile. Ils sont au même endroit, ils se réunissent après le travail, ils vont prendre une bière et ils parlent de leurs problèmes de photocopieuse. Ça, c'est facile. Une communauté virtuelle, on est dans le monde entier où les gens se rencontrent pratiquement jamais, sauf de visu via la webcam dans une webconférence, c'est plus difficile. Donc ça veut dire qu'il faut
Mais du tempo. C'est par exemple, je fais des webinaires tous les mois, tous les 2 mois, où on va parler de sujets, où des membres vont parler de ce qu'ils font, de leurs problèmes, de ce qu'ils ont réussi à, de ce qui marche, des échecs même, pour pouvoir montrer ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On peut aussi mettre des groupes de travail. Dire voilà, cette année, on va bosser sur tel et tel sujet qu'on va enclencher. Des gens vont travailler dessus de manière volontaire et vont livrer leurs résultats au prochain webinaire. Des formations pour les membres. Le flux continu dans le réseau social d'entreprise, dans le Yammer ou d'autres, ou dans le Helium. Et puis des ateliers, des workshops physiques, si c'est possible de déplacer les gens pour qu'ils se voient et qu'ils échangent. Donc il y a, à chaque fois, il faut se dire quel plan d'animation je vais mettre en œuvre cette année pour les membres et comment je vais les embarquer pour qu'il y ait du lien entre les gens. Rappelez-vous, la confiance et la deuxième notion qui était la notion qui est une répétition, qui est des choses qui se passent, il faut faire du tempo. S'il n'y a pas de tempo, les gens ne vont pas venir. Ou ils partiront, ce qui est pire. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais toute communauté a un cycle de vie. Au départ, il faut se poser la question à quoi ça peut servir. Donc on va rechercher un petit peu s'il y a un besoin, qui peut soit venir du management, soit venir d'en bas. Il y a les deux. On l'a créé avec tout ce que ça implique comme réunion de lancement, qui veut faire quoi, quel contenu, etc., etc. On lance le truc, puis on voit si ça monte. Alors parfois ça monte bien parce que les gens vont dessus. Après, il faut gérer dans le temps la communauté pour qu'elle puisse fonctionner bien et qu'il y ait chaque année de l'animation. Ça, c'est dans le petit bouquin de COP1 qui est disponible sur Internet. Et puis, à la fin, il faut faire évoluer, soit effectivement parce que la communauté meurt, parce qu'il n'y a pas assez de membres, ou parce que l'animateur est parti, et qu'il faut en trouver un autre, ou parce que le sponsor n'est plus là, donc il faut là aussi trouver un nouveau sponsor, ou se dire, voilà, maintenant on va aller beaucoup plus grand. Et par exemple, dans le cas du Canadien, de Ubisoft, maintenant, la communauté est là pour gérer la base de connaissances du métier. Point. C'est plus un organisme séparé, c'est nous qui nous en occupons. Chez Framatome, les communautés métiers gèrent la connaissance de leur métier. Voilà. Alors, il y a quand même des choses qui font que ça marche. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Stan Garfield, qui a écrit le Community Manifesto, il y a au moins 10 ans, mais ça n'a pas bougé. Il faut quand même qu'il y ait un nombre minimum de personnes. 50, c'est quand même bien. Parce qu'en dessous de 50, pour animer un groupe de 50 personnes à distance, c'est pas facile. L'AMF, vous êtes dans le même bâtiment, je crois, non? Vous êtes ensemble dans le même bâtiment, vous êtes dans le même lieu. 2 bâtiments. Ouais, ça va. Donc physiquement, c'est facile. Si vous êtes dans le monde entier, des gens dans différents pays, c'est pas les mêmes critères. C'est beaucoup plus dur. Et il y a aussi la notion de si c'est trop gros comme communauté, ça peut arriver. Il y aura trop de bruit, parce qu'il y aura trop de discussions, trop de sujets. Il faut se poser la question, et on va commencer à couper la communauté en sous-communautés parce que c'est trop gros. C'est ce qu'a fait Schlumberger. Il y a une vingtaine de grosses communautés, et dedans il y a des sous-communautés par thématique plus précis, parce que sinon ça devenait infernal à gérer. Question pour le moment. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Qui peut être animateur? Initiateur. Alors, il y a de tout. Ça peut être soit effectivement moi j'ai vu les différents rôles. Ça peut être par exemple, alors il y a 2 cas. Quand on a commencé le programme, ça a été du genre, je suis quelqu'un qui est un sachant dans le domaine de la qualité Six Sigma, qui me dit voilà, je sais qu'on est plusieurs, et j'ai envie de créer une communauté sur les gens qui sont dans le domaine du Six Sigma, qui est dans le domaine de la qualité. Je lui dis écoute, il n'y a aucun problème, c'est un bon sujet. Écoute, tu vas rechercher qui sont les membres. Donc comment tu fais? Tu vas sur l'annuaire de l'entreprise, tu recherches les gens par leur job code, par exemple, s'il y a des job codes dans l'entreprise, leur description de poste, va demander à la RH, il n'y a pas des listes d'eux, tu vois, donc il vient avec des listes de gens pour avoir une idée du nombre de gens qui sont ta population cible. Trouve-toi des membres qui veulent t'aider pour lancer la communauté, la fameuse core team, les fameux champions. Une fois que tu as fait ça, trouve-toi un sponsor qui va te dire oui, ça m'intéresse de t'aider, de te soutenir. Une fois que tu as ça, ensemble, faites la charte, objectif, ce que vous voulez faire, puis les bénéfices. Puis une fois que c'est plié, vous revenez me voir, on regarde ça ensemble, puis après on lance. D'accord. Ça, c'est l'option 1. Ou l'option 2, c'est par exemple, pareil chez Schneider, c'est la notion de un business transverse qui est même un segment de marché.
que dans une boîte comme Schneider, vous avez les pays, hein, alors tac, 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 vous avez les business, puis après il y a les segments de marché, qui sont la troisième partie, donc dans le cube. Hein, vous imaginez, vous avez trois dimensions, hein, les pays, les business, les segments. Alors, un segment, ça peut être, je sais pas moi, le pétrole, la santé, etc., qui touche tous les business et tous les pays. Il y a vice-président du segment, qui est souvent tout seul avec un ou deux gars avec lui, dans le corporate. Et son rôle, c'est d'influencer les pays pour qu'ils savent qu'il y a un segment de marché qu'il faut développer, et donc convaincre les marketing, etc., que ça marche. Et donc, le gars, ils sont venus me voir souvent, me dire, écoutez, j'ai ce rôle-là, je veux bien aider, mais avec mes petits bras, je vais pas y arriver. Et donc, il dit, pourquoi tu ne crées pas une communauté de gens intéressés par ton segment? Alors, par exemple, le segment de la santé, où il y aura des gens du marketing, des ventes, des fameuses solutions qu'on fait pour les clients. Ils sont à peu près une centaine. Et après, vous la créez, on vous donne la méthode pour. Et après, ok, quelqu'un de ton équipe est l'animateur, mais toi, tu peux être le sponsor si tu veux. Mais après, ça va marcher comme une communauté. Tu n'as pas le pouvoir dessus, mais ça va t'aider à ce que ton business marche. Donc on a eu les deux. Puis le troisième mode aussi, c'est beaucoup la R&D. Ils ont des domaines. Et souvent, chaque domaine associé une communauté. Parce que c'est très très lié ensemble, un domaine de R&D et une communauté. Voilà. Donc ça, c'est trois grands groupes, généralement deux demandes pour créer des communautés. Ok, alors j'ai deux exemples en tête. Le premier, effectivement, c'est la fameuse communauté dont j'ai parlé tout à l'heure, pour le processus là, des projets clients. Quand elle a été montée, cette communauté, ils ont tous dit, mais nous, on est chef de projet, on est facturé chez les clients, mon chef veut pas que je fasse partie. Donc, l'animateur, qui était du corporate, a fait le tour des popotes, il a vu tous les centres, il a fait un topo dans chacun des centres pour convaincre tous les managers de chacun des centres qu'il fallait donner du temps, 5% à peu près, aux gens des communautés, aux membres, pour qu'ils puissent effectivement faire ce rôle-là et que ça allait les aider dans le long terme. C'est le problème du long terme, ça allait les aider à être meilleurs sur leur boulot, donc à livrer mieux, donc à faire des meilleurs projets, donc à avoir plus de marge. C'est le donc. L'autre cas, c'est les boîtes de conseil, où là, typiquement, ils se disent tous, on a donc des projets pour les clients, on a des communautés par métier ou par grand domaine, effectivement, que l'on fait. Et le conseil ne marche que si on industrialise un peu le système. Si on fait en sorte que, quand on fait un nouveau projet, on récupère un peu ce qu'on a appris du précédent pour aller plus vite et que les juniors aient une base de référence sur ce qui était fait avant pour pouvoir être plus crédible. Donc là, typiquement, s'il n'y a pas de capitalisation de ce qui était fait avant par des communautés, de la connaissance par rapport à des grands métiers, on ne pourra jamais être meilleur et on ne pourra jamais vendre plus cher les services. Et si on est meilleur, on peut vendre plus cher. C'est aussi ce qui avait été l'argument par rapport à la communauté des chefs de projet pour le processus métier client, c'est qu'on pourrait vous vendre plus cher à la journée parce que vous aurez des gens plus compétents. Donc, mais c'est un argument aussi qu'il faut vendre après. Mais après, il faut le mesurer. Mais souvent, le problème, c'est comment j'arrive à équilibrer le temps maintenant au temps plus tard. Le temps maintenant, il vaut très cher, le temps plus tard ne vaut rien. Et donc, le gain futur, si on le met en valeur présente, il est beaucoup plus faible que le temps que je passe maintenant. Donc, c'est comme on a à intéresser le manager pour que dans 6 mois à 1 an, il y aura un gain qui sera plus important que le temps perdu qui a été fait aujourd'hui. Donc, faut prendre le pari et le sponsor qui dit oui, j'y crois, parce que dans d'autres boîtes, ils l'ont fait déjà, ça marche bien, si on veut être meilleur, il faut qu'on soit comme eux. Oui. Moi, l'équipe projet n'est pas là pour. Ils vont capitaliser dans certaines phases du projet, mais souvent, il y a beaucoup de règles qui finissent à la poubelle. D'accord? C'est un grand classique. Donc, typiquement, ça veut dire que dans l'équipe projet, il faut qu'il y ait des gens qui sont aussi membres de communauté qui vont récupérer cette connaissance, si c'est par rapport à un métier ou par rapport à des façons de faire, pour les mettre ailleurs. Donc, il faut qu'il y ait une notion vraiment de transversalité entre les projets
et des communautés par rapport à des métiers. Si on demande qu'aux projets décapitalisés, ils vont faire un bourrex dans une base de données qui ne marchera jamais. Donc il faut vraiment que la communauté soit là pour récupérer l'information, une ou plusieurs selon les domaines. On peut travailler dans une communauté de chefs de projet qui va capitaliser sur la méthode, une parce qu'il y aura un ingénieur, je sais pas moi, sur un domaine X qui lui récupérera ce qu'il a appris sur tel sujet, et donc plusieurs vont récupérer les connaissances par rapport à leur domaine propre. Mais le projet, c'est pas son rôle de capitaliser, quoi, en un sens. Surtout qu'à la fin du projet, les gens, tout ce qu'ils veulent faire, c'est le suivant. Donc c'est un autre mode de pensée, quoi. Oui. Alors je connais moins le sujet, mais je pense que Gonzague le connaît beaucoup mieux que moi. Non? Agathe, on en a parlé un peu tout à l'heure pour l'AMF. Alors, fonction publique en tant que telle, non. J'ai vu des boîtes publiques le faire, oui, mais des administrations... Ben, à moins qu'il y ait des contacts dans d'autres boîtes. Non, à la Sécu, je l'ai pas vu, mais je pense que ça se développe. Toutes les administrations qui se lancent dans des démarches de transformation digitale, justement, grâce à la transformation digitale, développent les communautés, plus que le knowledge management, en fait. Et après, ça se rejoint évidemment, mais le tremplin, c'est la transformation digitale. Donc là-dessus, je suis un peu sec. Hein. Franchement, dans tous mes contacts, dans tout mon réseau, j'ai personne dans la fonction publique. Non, comme ça, non, j'en ai pas, franchement. Alors, je continue sur... J'ai combien de temps? 15 minutes? Bon, j'aurais largement fini avant. Hein. Ouais. D'autres questions jusque-là? Ok. Alors... maintenant, la bonne question, c'est qu'est-ce que ça rapporte? Que tout le monde se la pose. Le fameux oui. Alors, on dit toujours que dans le KM, il n'y a pas de ROI, sinon ça se saurait. Hein. Je vous le dis franchement. Montrer que grâce au KM, on a pu gagner 10% de marge dans la boîte et qu'on a fait plus de revenus, etc. J'ai pas trouvé encore quelqu'un qui ait pu me le dire de manière claire et précise. Pas que ça aide à oui, mais est-ce que ça permet de le prouver en direct? C'est beaucoup plus dur. Donc, mais néanmoins, le management demande, je veux des mesures, parce que typiquement, c'est important de savoir est-ce que ça marche ou pas. Que ça soit, et la fois c'est à plusieurs niveaux, c'est la mesure pour moi en tant qu'animateur, est-ce que ma communauté fonctionne? Déjà, c'est le premier niveau, c'est est-ce que ça marche? Au-delà du fameux, les gens échangent, il y a des posts, il y a des likes, il y a des petits commentaires sur le RSE, c'est pas suffisant. Puis après, le niveau au-dessus, c'est le management qui donne du temps à l'animateur et aux membres. Est-ce que cette communauté a un truc qui sort? Après, il y a le niveau au-dessus, il y a le sponsor qui un peu va de sa crédibilité. Je sponsorise cette communauté, montre-moi qu'il y a un truc qui sort. Et puis, au niveau du corporate en plus, il y a le groupe central qui anime les communautés, un peu le rôle de Anne. Montre-moi, il faut que son chef lui demande, mais toi, tu bosses sur les communautés, tu animes le réseau des communautés, est-ce qu'il y a un truc qui sort? Parce que je te paye à temps plein pour t'en occuper, s'il n'y a rien qui sort, je coupe le poste. D'accord? Donc, il y a tous ces niveaux, effectivement, de montrer que ça marche. Donc, on s'est beaucoup creusé le crâne, et je vous dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la mesure comme ça. Je dirais même que Schneider était la première à faire ce genre de mesure, et c'était, disons, identifié dans des revues. Donc, tout ce qu'on s'est dit, il y avait 3 niveaux de mesure. On s'est dit, le premier, le grand classique, c'est adoption et participation. Donc, typiquement, c'est les mesures classiques sur Yammer ou sur d'autres, combien est-ce qu'il y a de likes, de commentaires, de documents qui ont été mis, d'échanges, de posts, combien je fais de séminaires par an, tous les trucs, les mesures factuelles, où là, je mesure ce qui se passe. Seulement, il y a un gros trou dans la raquette par rapport à ces mesures, c'est l'activité.
Et bon, dans toute communauté, au départ, ça va faire ça, évidemment, parce que ça monte. Hein. Puis au bout d'un moment, ça va être un peu stagnant, parce que s'il y a 100 personnes, le nombre d'échanges qu'il y a, il n'est pas illimité. Donc ça va finir par faire ça. Par faire un plateau. Et qui dit plateau, ben après, montre-moi que ça monte. Ben non, ça ne monte plus, quoi. Donc, et en plus, ok, ils échangent entre eux, ils font des petits messages, mais ouais, soit, mais c'est pas suffisant pour montrer de la valeur. Montre-moi la valeur qu'il y a derrière tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de moyen efficace pour dire que parmi les échanges qui ont été faits sur un réseau social, il y a de la valeur qui sort. Donc, il faut trouver autre chose. Alors le niveau au-dessus, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on peut avoir, comme il y a la voix du client dans la qualité, est-ce qu'on peut mesurer la voix des membres? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les membres? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que si c'est encore membre, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est pour ça qu'on a monté chez Schneider le Active Community Label, qui est un label basé sur un sondage. Et l'idée, c'est qu'on envoie un sondage annuel au mois de septembre, donc qui est en cours en ce moment, depuis 2013, donc ça fait quand même pratiquement 6 ans qu'on le fait, et avec une question phare qui est « J'estime que ma communauté fournit une valeur tangible à moi, ou mon business, ou mes clients. » Donc le fondamental, c'est la valeur tangible. C'est ce que j'estime moi, avec une échelle de 4, entre je suis très d'accord et je ne suis pas d'accord du tout. D'accord ? Donc là, on a une mesure effectivement de ressenti. Et après, évidemment, après, il y a des questions en plus qui est votre avis sur est-ce que ça me permet de gagner du temps? Les fameuses questions du début, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, gagner du temps, avoir plus de business ou baisser les coûts. D'accord? Donc on pose ce genre de questions en plus. Et après, on a des résultats. Alors on envoie le sondage à peu près à plus de 20 000 personnes par an. Et on reçoit à peu près 25% de taux de réponse, ce qui est plutôt bien. Et de là, donc on a à peu près plus de 3000 réponses par an. Et après, on peut commencer à faire des stats. Donc on peut sortir pour chaque communauté un espèce de dashboard pour l'animateur qui dit, voilà, ta communauté, la moyenne pondérée de la réponse, c'est ça. Il peut voir par chaque année comment ça avance. Et donc la réponse c'est ça, et voici les verbatims que les gens ont mis à la question qui était suggestion pour améliorer la communauté. Donc là il a ça, et il ou elle peut se poser la question comment je vais faire pour pouvoir améliorer pour la. Donc ça c'est pour moi. Puis après il y a la comparaison. Puis après on voit l'ensemble des communautés, et on voit où on se situe par rapport aux autres. Et c'est là évidemment où ça fait mal quand on voit qu'on a baissé par rapport à d'autres. Et puis après, il y a un seuil qu'on ajuste chaque année, au-delà duquel on pense qu'elle est super active. Et dans ce cas, elle mérite un label, une espèce de petits pins que l'on met sur la communauté. Alors, il y a à peu près entre 15 et 20 communautés qui l'ont chaque année, ça dépend de celles qui dépassent le seuil, pour pouvoir justement être fier d'eux. C'est un peu la reconnaissance. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a parlé de reconnaissance. Toute personne a besoin de reconnaissance, et entre autres, une communauté et son animateur. Il passe du temps dessus, c'est bien quand on a reconnu le travail que les gens ont fait entre eux. Donc la reconnaissance est hyper important, et donc ce label permet de reconnaître les communautés qui sont actives telles que les membres le pensent. Et comme c'est anonyme complètement comme sondage, eh ben les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et de fait, ça fait ça. Il y a 3 ans, ça a baissé fortement, hein, le nombre de communautés actives. Donc tout le monde s'est plaint que c'était le système de mesure qui avait changé, etc., etc. Mais quand on creuse plus loin, on se rend compte qu'il y a une notion de laisser faire. Quand ça marche bien, ben, l'émetteur se dit ça marche bien. Pourquoi voulez-vous que je m'améliore? Donc je laisse le machin tourner. Ben, on fait moins de groupes de travail. On se dit que le Yammer va suffire comme réseau social pour que les gens échangent. Et puis évidemment, les gens se rendent compte que la valeur n'est pas là. Et puis ils votent avec leurs pieds, du moins en l'occurrence avec le sondage, et ils descendent la communauté. Et ce qui fait qu'il y en a certains qui se sont dit « Oups !» Donc ils ont fait des ateliers pour comment rebooster ma communauté pour l'année prochaine. Donc c'est un bon moyen aussi pour mettre sous tension les animateurs pour qu'ils puissent faire un rôle, que leur rôle continue à être meilleur. Alors maintenant, en termes de reconnaissance, une fois qu'on a ce fameux label, on peut dire après aux
au chef. J'envoyais quand j'étais en charge un message à tous les managers en charge des leaders pour dire voilà, donc monsieur ou madame X a reçu ce label, ce qui fait que ça rend la visibilité. Plus la com interne faisait une communication par rapport aux différents domaines pour mettre en avant ces communautés. Ce qui évidemment renforçait le sentiment d'appartenance des membres à la communauté. Néanmoins, c'est pas suffisant non plus. Ce qui vous manque, mais les profs, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs de valeur, des vrais trucs, quoi. C'est les fameuses success stories. Alors, tout le monde rêve des success stories. Hein, tout le monde. Mais pour les trouver, c'est pas facile. Parce que souvent, la success stories idéale, c'est la communauté a aidé à résoudre tel problème. Elle a aidé à tel business, tel client pour tel sujet, ou elle a développé un produit nouveau, etc., etc. Mais ça, c'est très rare, parce que quand on demande aux gens, as-tu une success stories, généralement, il y a un grand blanc, parce que l'animateur n'a pas pris le temps de s'en occuper. Parce que souvent, c'est un travail de fourmi. Il faut aller à la recherche auprès des membres, et souvent, c'est par rapport aux questions posées. Quelqu'un pose une question sur un forum, j'ai un client qui a un problème bidule, qui peut m'aider? Des gens répondent, et à la fin, il y a une réponse qui est fournie. Si l'animateur n'a pas pris le temps de remarquer la question, de se dire, dans un mois, je vais demander au gars qui a posé la question, as-tu eu des réponses pour voir comment ça a marché, il aura loupé la success story potentielle. D'où le fameux 20%, parce qu'il y a un petit bout de temps de monitoring des discussions sur le forum pour pouvoir voir ce qui se passe comme échange et est-ce qu'il y a des bouteilles à la mer qui sont demandées. Alors on peut demander aux membres, donc c'est pour ça que dans le sondage que l'on fait nous, une question pour les membres, si vous avez des éléments de success stories ou des histoires à raconter, partagez-les. Et en l'occurrence, depuis 3 ans, ceux qui gagnent le label, hein, les 15, 20, 25, on leur demande, as-tu une histoire à raconter? Et ils en fournissent tous une, et généralement dans le lot, on en trouve 3-4 qui vraiment valent le coup. Et je vais montrer, je pense que j'en ai quelques-unes à vous montrer, qui montrent vraiment que la communauté a pu aider, et c'est des preuves suffisantes pour montrer au business que oui, les communautés montrent de la valeur. Alors ça, c'est des exemples de ces fameuses success stories. Donc là, j'en avais 3. Plutôt orientées, première, c'est R&D. La deuxième, c'est un mélange R&D et achat. La troisième, c'est R&D aussi. Dans les 3 cas, les preuves étaient là que ça a aidé vraiment, la communauté a aidé le business ou le client à gagner, soit à diminuer les coûts, ou être plus réactif, ou être capable d'anticiper des problèmes futurs. Donc là, vraiment, on a vraiment des bonnes histoires, mais dans les 20 qu'on a reçus, ces 3-là sont ressortis, mais le reste, c'est un peu du pipi de chat. Donc vraiment, c'est très dur à trouver des bonnes success stories. Je vous le dis franchement, ça demande beaucoup d'efforts. Juste avant, par rapport à la notion la question complémentaire sur la notion de gagner du temps, plus de business et moins de coûts, on voit qu'en gros, ça sert à ça, que le gagner du temps est le plus important évidemment pour les communautés, mais ça dépend des communautés. Les communautés, par exemple, qui sont plutôt orientées sales ou segments de marché sont plutôt orientées à avoir plus de business. Une communauté plutôt orientée qualité va réduire les coûts. Donc, selon le cas, eh bien, évidemment, ça fluctue. Mais globalement, les chiffres montrent que plus ou moins, ça augmente chaque année parce que les membres pensent que vraiment leur communauté aide. Alors, pour l'histoire par rapport à ça, sur la fameuse valeur et sur OLED, et je pense, j'en parlerai après. Question pour ça pour le moment sur la valeur? Oui. Ok. Alors, je sais qu'il y a des boîtes qui le font. Alors, je sais qu'il y avait en boîte de service, je crois qu'il y avait Microsoft qui le faisait, Microsoft Service, et puis une autre boîte de service aussi dans ce domaine-là, qui eux, ils notaient en fin de compte, mais c'était plutôt par rapport effectivement au projet et aux communautés, c'était donc les consultants utilisent la base de données, on sait ce qu'ils ont lu, on connaît le projet où ils travaillent, on connaît in fine la marge du projet et ce que ça a fait. On sait qu'ils ont capitalisé.
Donc on a un peu le processus complet, et là on peut en tirer des mesures effectivement de bah oui, la base de données a été utile parce que, et il y a quelques preuves d'usage qui montrent que ça a marché. C'est de la mesure un peu, comment dire, mais c'est lié à un processus assez simple, entre guillemets. Par rapport aux communautés, par rapport à ça, non, parce que c'est hyper informel. Il y a beaucoup de choses dans des échanges informels entre les gens qui sont en dehors d'outils. Les fameuses webinars où les gens échangent entre eux, ou les discussions qu'on peut avoir en dehors du système par téléphone, par exemple, avec quelqu'un pour m'aider, ce ne sera jamais mesurable. Donc il y a toute une partie qui échappe complètement à la mesure technique, en fait. Oui. Ouais. Alors effectivement, la notion de mettre des étoiles sur des contenus, alors ça marche pas forcément très bien. Il dit tout ça marche, tout ça marche pas, parce que on n'a pas forcément naturellement envie de le faire, ou on oublie de le faire. Donc oui, alors, je sais pas si ça marche chez vous, hein, mais voilà. Alors le merci, par contre, oui, c'est un autre sujet qui est assez puissant. Alors il y a des boîtes qui ont mis ça en place en interne, un système vraiment poussé par la RH de remerciements organisés, dans le sens que, alors Schneider l'a fait, pour ça que j'en parle, parce que c'est un très bon exemple. Quand quelqu'un vous aide, on peut le remercier. Et le meilleur moyen pour que ça se sache, une plateforme où je dis voilà, il y a machin, donc je veux le ou la remercier. Il y a deux critères qui sont, est-ce que ce qu'il a fait ou elle a fait était dans son boulot ou au-delà de son boulot, donc c'est l'échelle. Autre échelle, c'est l'impact, local jusqu'à global. Et là, on en tire un espèce de score pour ce remerciement, qui peut aller du simple, merci tout court, et le chef est au courant, jusqu'au, il y a un merci, plus des points. Et ces points peuvent être donnés à la personne, évidemment avec le hockey du chef, parce que ces points ont un coût. Et après ensuite, ces points peuvent être réutilisés comme étant via des cartes, via des bons d'achat. Donc la notion de merci, et comme ça c'est visible, ça aide beaucoup les gens. Et dans les communautés, la notion de merci a beaucoup aidé l'entraide entre gens, parce que ça permet de rendre visible l'entraide que faisaient les gens les uns par rapport aux autres. Donc je pense que le merci c'est plus puissant que le effectivement dire que j'ai mis, c'est un très bon contenu. Je voudrais réagir à cette notion de valeur. Il me semble que apprécier la valeur de tel processus, ça se fait en évaluant la transformation des autres processus. C'est pas l'idée de la communauté en elle-même qui est intéressante, c'est de voir en quoi elle a transformé des processus, je sais pas, des métiers particuliers, des processus achats, et on a été tellement qui la ferme, je vais expliquer vendredi sur les projets d'affaires. Premier test qui arrive sur la valeur des projets d'affaires de l'entreprise. Je pense que c'est de la même façon, apprécier les projets d'affaires en entreprise, c'est pareil qu'approcher les projets KM en entreprise. C'est vraiment dans l'interface avec les métiers qu'on va pouvoir justifier la valeur de ces projets et non pas les projets en eux-mêmes. Je crois qu'il y a une interaction, c'est là que se situe la valeur de ces projets. C'est parce qu'on a les lives, on a les merci, tout ça c'est de la com. D'un point de vue d'un chef d'entreprise, c'est pas ça qui va le débloquer pour. Ce qui va plutôt être beaucoup plus significatif pour lui, c'est pas gagner de la valeur pour les stratégies. C'est ça. Mais un projet est là pour livrer. Une communauté ne livre pas. C'est ça la grosse différence. Une communauté aide, fait de l'entraide, mais il n'y a pas de notion de livrable d'un contenu à une date précise, etc. Il n'y a pas de commitment pour une communauté. C'est différent d'un projet, par exemple. Oui. Moi, je voudrais ajouter du fait que les communautés peuvent être amenées parfois à délivrer quand même des livrements, par exemple. On demande quelle est votre position sur tel sujet. Ça constitue malgré tout un livrable tangible qui crée de la valeur par rapport à l'existence de la communauté. Oui, absolument. Même si ce n'est pas, je dirais, leur fonction première, ça reste malgré tout des éléments qui permettent de valider l'existence de ce projet. Oui.
bien-être au travail, à la facilité qui peut être accordée aux collaborateurs. Je pense à des apprendre de comptabilité extra-financière, peut-être qu'il y aurait la clé pour répondre à cette question comment le fait et valoriser, en se fondant peut-être aussi sur des travaux qui ont déjà vu sur tout ce qui est capital immatériel. Est-ce que c'est une voie qui vous semble porteuse? Ce serait porteur si c'était intégré dans les rapports annuels de l'entreprise. Alors, je ne sais pas s'il y a des entreprises qui le mettent dans leur rapport annuel, que leur système KM, leur communauté, je ne sais pas. Je ne suis pas certain que ça apparaisse de manière claire. Mais effectivement, c'est vrai. Le lien social, oui, parce que c'est vrai que la communauté est très forte pour améliorer entre les gens le lien social. Surtout, un exemple typique de lien social, si je pense à une autre communauté, c'était celle des acheteurs de services. Dans une grande boîte industrielle, le service, c'est très différent en termes d'achat que des produits. D'accord ? C'est un autre métier d'acheteur. Et en l'occurrence, il y avait un acheteur de services par usine qui n'était pas très compris de ses collègues parce que le service, ça ne se tient pas dans une main, quoi. C'est un truc un peu immatériel. Et on se rendait compte qu'il y avait un gros turnover de ces acheteurs et qu'on capitalisait mal. Et donc, pour les reconnaître et créer du lien entre eux, on s'entraide, on se dit on va créer une communauté d'acheteurs de services pour qu'ils puissent se reconnaître, s'entraider et faire en sorte qu'ils soient mieux visibles. Et effectivement, la communauté a pu aider ce groupe-là à fonctionner. Et ça a tellement bien marché qu'ils avaient une animation dans le réseau social d'entreprise qui faisait que toute question avait une réponse en 24 heures. Parce que les gens étaient tellement motivés entre eux, grâce à l'animateur, qu'on a pu comme ça créer un grand courant d'entraide entre les membres. Alors, deux petits sujets encore. C'est donc la notion, effectivement, qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors, une étude qui a été faite avec le CERAG, qui est un labo de recherche à Grenoble Université, sur qu'est-ce qui fait qu'une communauté fonctionne. Donc, ça a été fait par sondage, par interview. Et en gros, les trois grandes réponses, c'était faut que l'animateur soit impliqué. Donc, je vous rappelle la mantra 20% du temps d'animation. Si vous dites 5%, ça ne marchera jamais. Donc, c'est 20% de temps d'animation, c'est fondamental pour qu'une communauté fonctionne. Avec aussi en même temps un rôle de leader. Tout le monde n'est pas leader. Si vous dites je vais prendre l'expert bidule, le mettre comme leader, vous allez vous planter. Parce qu'un expert est rarement un bon leader. Ou alors vous le mettez en co-leadership avec quelqu'un qui est plus dans une notion d'échange, de partage et plus dans une notion d'aide, quoi. Donc la notion de profil du leader, c'est fondamental pour réussir, pour que ça marche. Après, il y a la seconde qui est la notion effectivement de synergie entre mon job et le fait d'être membre. Il est évident que si je suis acheteur de solutions, j'ai un bon fit avec la notion d'être dans cette communauté-là. La communauté finance, c'est pas du tout mon sujet. Donc on voit très bien que ça paraît évident, mais mieux vaut le dire, que la synergie, plus elle est forte entre son job et le fait qu'on soit un membre, fait que ça va marcher pour la communauté et pour soi-même. D'ailleurs, à votre avis, combien est-ce qu'on devrait être membre de communauté de pratique? Est-ce qu'on peut être membre de 3, de 5, de 10? Posez-vous la question, quel serait un nombre raisonnable de communautés? 3, 5, 4, 5, 10? C'est 3. Alors, si vous pensez en plus à votre mode de fonctionnement, si vous avez différents projets en parallèle, vous pourrez en gérer 1, en gérer 2, en gérer 3. Au-delà de 3 projets en parallèle, vous pourrez plus. Donc votre cerveau, au bout d'un moment, il ne peut plus. Donc 3 memberships de communautés différentes, c'est déjà beaucoup parce que ça demande de l'implication. On peut très bien être follower de plein de discussions, groupes de discussions partout, mais c'est pas être membre. Membre, c'est être actif, c'est aller dans les webinaires, c'est participer. Et là, tout de suite, on se rend compte que 3, c'est vraiment un grand maximum. D'ailleurs, chez Schneider, je crois que 80% des gens étaient membres de 1, à 2, on montait à 90, à 3, on montait à 98. Vous voyez, ça va très vite. Et au-delà de 3, c'était épilonesque. Il y a presque personne, peut-être une dizaine qui devaient en avoir plus de 3. Donc, la notion de membre, et puis la confiance, on revient à la fameuse confiance. Une communauté de personnes, c'est des gens, et s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas d'échange.
Et entre autres, ça veut dire que tout ce qui se passe dedans reste dans la communauté. Et surtout quand on veut partager des mauvaises pratiques ou des erreurs, si on veut pas que ça aille dehors. Donc il y a des boîtes où les communautés sont fermées, les gens sont entre eux pour éviter que ça fuite et que des gens puissent voir ce qui se passe parce qu'on veut garder cette notion de confiance entre les membres. On rentre parce qu'on est coopté, c'est le cas chez Framatome par exemple, parce qu'on sait qu'on va échanger des choses qu'on voudrait pas savoir dehors, mais qui sont importantes pour apprendre. Donc, d'où le rôle de l'animateur de créer de la confiance. Et la confiance, typiquement, c'est quand on a un forum de discussion, c'est pas de taper sur la tête de celui ou celle qui a fait un commentaire ou qui a posé une question, disant que c'était idiot, etc. Donc, ça va être, faut être positif, faut être dans un mode d'empathie et pas dans un mode de jugement. Donc ça se travaille, quoi. La notion de confiance pour qu'un groupe fonctionne. C'est pas simple, ça met du temps. Si se voit physiquement, ça aide. Alors, une confiance dans un groupe virtuel qui se voit jamais, c'est pas facile, mais ça, c'est jouable. Alors, je vais terminer par un petit schéma. C'est dommage que notre ami Bouchez, qui vient cet après-midi, ne soit pas là, parce que ce schéma vient de lui. Alors, c'est un peu compliqué, mais je vous le résume, parce que c'est très lié avec le début qui était communauté et knowledge management. Donc, d'après Bouchez, qui a interviewé beaucoup de gens, c'est dans son bouquin, un article qu'il a produit en 2015 et un livre qui a été produit en 2016. Je vais prendre il y a 4 boîtes. Hein. La 1, people-centric, c'est les communautés. C'est dans le flux. On échange des pratiques informelles entre les gens. C'est les communautés. Ça fonctionne très bien. Les gens discutent, échangent, etc. Vous avez à l'opposé du 1, c'est le 2, en bas à gauche. C'est tout ce qui est contenu. C'est livres de connaissances, bases de données, des trucs bien durs, là, qui sont, c'est du contenu, c'est du stock, c'est du dur, mais il en faut aussi. Après, il y a le 3 qui est, ok, ce truc-là c'est bien, mais si on le met à jour, il faut quand même qu'il y ait des sachants qui le fassent. Donc on a une notion effectivement de flux entre des sachants bien définis qui auront le rôle de mettre à jour ce contenu et seulement eux. D'accord ? Et puis dans le 4, c'est de dire, voilà, moi j'ai plutôt des gens dans des communautés qui mettent qui échangent, et qui ont leur contenu à eux, qui le mettent à jour, ok, il n'est pas validé, il n'est pas formel, mais c'est du contenu quand même qui a de la valeur, et c'est eux qui le mettent à jour. Et donc lui voit ces 4 parties avec un glissement très fort, qui est, on passe vraiment d'une logique dominante, un peu KM, donc effectivement contenu, structuration, avec expert, à un mode où on est beaucoup plus dans un mode où c'est plus communauté, réseaux sociaux, où là c'est les gens échangent plus, c'est moins structuré, c'est moins formalisé, néanmoins c'est plus ouvert. Donc lui il voit cette espèce de changement bouger. Donc c'est un peu une piste de réflexion pour vous, pour se dire voilà, j'ai la norme KM, qui dit des choses. Il y a les communautés aussi, il y a d'autres moyens, et qu'il y a une notion effectivement de flux et de stock, et qu'il faut équilibrer entre ces 4 briques pour que tout le système fonctionne. Voilà, j'ai fini. Question ? Les interactions entre les communautés. Oui. Engie a communiqué un moment sur le fait qu'après avoir lancé des communautés, ils ont développé des nouveaux projets en hybridant les communautés. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu ? Alors je l'ai vu dans une boîte de BTP où les communautés servent pour de l'innovation. Souvent, c'est le cas. C'est des communautés souvent qui sont spontanées. C'était beaucoup étudié aussi par Boots, où là effectivement c'est des groupes de gens qui disent voilà, je pense qu'il y a un marché pour le sujet X qu'on n'a pas encore exploré. Donc ils le font en sous-marin à plusieurs. Ils montent une petite communauté, et ils bossent sur un sujet. Puis à un moment, ils vont le montrer à un chef. L'intérêt commence à prendre. Il y a un sponsor qui commence à venir sur le truc. Et après, ça monte. Et in fine, ça devient un nouveau marché avec une nouvelle, si on veut, direction du marché. Et les gens qui étaient dans la communauté sont devenus membres de ce groupe-là. Ils sont là pour vendre après le nouveau concept, produit, solution qu'ils ont inventé entre eux dans ce marché-là. Voilà. Ouais. Hybride dans quel sens ? Alors après, si, ça peut être hyper transverse sur des métiers un peu, comment dire, processus, ou sur des domaines généraux. Par exemple, il y avait une communauté de change management, qui est un domaine, d'accord, qui n'est pas cœur de métier dans la boîte, mais les gens qui sont dedans étaient dans différents métiers. Il y avait des managers, des grands managers de pays, il y avait différentes personnes, mais qui faisaient du change, parce que en pratique, pour leurs projets, pour leurs besoins, ils en ont besoin.
Cross-métier, c'est-à-dire mais tout ce qui est un peu transverse, effectivement, devient et cross-métier, oui. Et comme on est membre de plusieurs communautés, on peut enrichir les deux par l'échange qu'il y a entre les métiers. J'ai une question sur le sponsor. Oui. Qu'est-ce qui peut motiver un sponsor? Quel est le retour sur intérêt Si la communauté délivre quelque chose pour l'entreprise, pour le business, c'est intéressant. Donc en fin de compte, il faut qu'il y croie. S'il arrive à convaincre quelqu'un que la communauté va aider, souvent c'est son business à lui, son département, sa direction. Comme c'est un vice-président ou un directeur, il est assez haut placé. Si on peut lui vendre l'idée que ça va aider à, et que ça coûte pratiquement rien, en fait, et que ça a un pile-poil dans un domaine, et en plus, surtout en plus, que la communauté répond à un besoin stratégique lié à l'entreprise, alors là, boulevard. Comment éviter, pour construire sur ce que vous venez de dire, comment éviter le risque que les sponsors soient finalement tous les gens des COMEX et qui du coup soient... Oui. Alors... Comment réussir à fonctionner en ayant quand même une légitimité et... Bon, déjà, un membre du COMEX est un mauvais sponsor. Déjà, je vous le dis franchement. Ils sont trop hauts. À ce niveau-là, là-haut, ils ont tellement de trucs à faire qu'ils s'en fichent complètement. C'est pas leur sujet. Donc, demandez, et souvent on leur demande à eux des sponsors de tout. Donc, un bon membre du COMEX doit dire surtout pas, c'est pas moi, c'est en dessous. Déjà. Et donc, clairement, nous, on disait, ne prenez jamais un membre du COMEX comme sponsor. Déjà, c'est la première chose. Et puis deux, alors, l'histoire, parfois, ça peut très mal se terminer pour deux boîtes, justement, la notion de sponsorship, etc. C'est pour le programme de communauté, qui, en l'occurrence, pour Schneider, avait comme sponsor un membre du COMEX, d'accord, qui, entre-temps, a un peu changé, pas de métier, mais d'intérêt. On lui avait servi pendant 8 ans, et puis à un moment, on ne lui servait plus. Donc c'est un peu comme le roi qui enlève sa main du chevalier qui le protège. Le jour où la main s'en va, les loups peuvent se jeter dessus. Ben voilà. Le jour il enlève sa main, on demande de couper les coups. Il y a un truc là, groupe KM, qui fait des choses, c'est pas très clair, gna gna gna. Donc mon groupe a été fusillé par manque de sponsorship. Pareil chez Engie. Ils ont fusillé il y a 1 an et quelques l'ensemble du groupe KM, dont des communautés, parce que justement, pareil, c'était un super exemple Engie, et c'était flingué aussi parce que coupure de coûts, le RSE arrivait, Yammer. Alors pourquoi voulez-vous faire un programme de communauté alors que le RSE fait le job? Donc le sponsor COMEX, c'est oui mais, quoi. C'est risqué, donc je dis pas de sponsor COMEX, c'est la meilleure solution. Ça semble très orienté aux entreprises. On va être avec des choses assez volumineuses, alors que dans la première présentation, et je pense qu'il y a ça aussi aujourd'hui qui se présente, et pour être patron d'une boîte de 38 salariés, j'ai cette problématique de mettre en place une base de connaissances. Voilà. Ah oui. Le dispositif présenté chez Schneider certainement était parfaitement justifié, qui dans une PME va devoir être sérieusement réduit. Ou en tout cas... Moi j'ai vu ça dans des PME, Assystem a changé de nom, c'est le nom a différence, une boîte de services qui fait d'ingénierie. Ils ne sont pas très nombreux, hein, ils sont moins de 1000 je crois, sur différents sites, donc c'est pas très gros. Hein. Eux, pareil, ont une problématique de communauté liée souvent aux achats. C'est plutôt achats, les vendeurs et les chefs de projet. C'est les 3 grandes communautés les plus importantes qu'il faut mettre en œuvre. Et dans ces cas-là, c'est très job dans une PME. Si vous êtes 30, alors c'est autour d'un process. C'est les gens intéressés par le processus, forment une communauté transverse, et c'est eux qui vont aider à ce que le process soit mis en place et perdure parce qu'ils sont transverses à tous les métiers, parce que le process coupe tout ça. Donc il y a beaucoup de communautés qui sont liées à des process, absolument, pour le permettre de vivre dans le temps. Je sais pas sur le lien en fait entre finalement le KM
sujet. Par exemple, tout à l'heure, on disait que c'est dans les objectifs de la personne. Là, c'est pas dans les objectifs de la personne, ça nous prend du compte. Et on peut mesurer l'engagement avec, par exemple, du programme de GPT, etc. Je sais qu'à coup, ça marche finalement, ça ne circule pas dans les mots finalement. Oui, alors, il y a peut-être deux niveaux pour tout ce qui est objectif, etc. Donc là, il y a les animateurs. C'est recommandé qu'ils s'assoient dans leur objectif. De telle manière que 20% de leur temps, un jour par semaine, ce serait mieux que ça soit à l'intérieur. Donc ça, c'est clair. Maintenant, moi, en tant que personne, alors, il y a des boîtes, alors je pense entre autres Microsoft. Microsoft, depuis 2 ans, 3 ans, a une méthode d'évaluation qu'ils ont mis en place tous les 6 mois. Le manager demande à chacun de son équipe, en gros, 3 questions. C'est qu'est-ce que tu as appris des autres? As-tu aidé d'autres personnes? Et que tu fais pour les clients? C'est 3 questions qui se posent. Et donc, ça veut dire, c'est la notion de giver et de taker. As-tu donné aux gens de l'information, de la connaissance ou de l'entraide? As-tu demandé aux autres pour être meilleur? Donc, le sous-jacent, c'est que si je ne demande pas de l'aide, je ne suis pas bon. Donc, je ne suis pas dans une communauté, que je ne demande pas d'aide et que je pense être le grand chef qui sait tout, ça ne marche pas. Donc, la notion, effectivement, d'être dans une communauté, ça permet de dire, j'apprends des autres, donc je suis meilleur moi-même. Alors, il y a des boîtes donc, comme Microsoft qui demandent à ce que les gens le fassent via justement ça, ou des boîtes qui demandent que dans des boîtes de services, tu es membre d'au moins 2 communautés pour pouvoir, disons, apprendre des autres. Ça peut être un objectif réel demandé aux gens. Ça dépend des entreprises. Pour répondre aussi un peu à la question de monsieur sur les PME, je me demandais si un des axes de développement, c'était aussi d'encourager les gens à participer à des communautés externes. Oui. C'est un petit peu d'ouverture par rapport à la net, si vous avez des structures, ça peut Oui, externe sur LinkedIn ou externe, c'est cross-entreprise, sur des sujets qui sont assez neutres, ça marche. C'est plus difficile. On a déjà une équipe de développeurs, par exemple, qui effectivement a l'habitude de participer, d'échanger avec d'autres développeurs. Oui. Par exemple, voilà, ça fait partie de ces choses. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la gestion des connaissances? Par exemple, une PME qui est basée dans la France, une autre qui est basée dans le Nord, une autre qui est basée dans l'Ouest. Des business qui n'ont pas forcément d'ambition d'aller conquérir le marché des uns des autres. Et qu'est-ce que vous pensez de des interactions, de faire par exemple des promos de connaissances, Oui, les communautés trans-entreprises. Ouais, alors ça commence dans les clusters, par exemple dans le plastique, dans la vallée du plastique, c'est assez fréquent. Souvent, le problème, c'est qu'est-ce que je suis prêt à... Alors, c'est vrai que l'open innovation favorise ça. Les boîtes qui veulent faire de l'open innovation doivent ouvrir à l'extérieur un peu leur livre. Et effectivement, on commence à favoriser ce genre de choses. Mais simplement, faire le courage de dire qu'est-ce que je suis prêt à donner dehors, à laisser fuiter, et qu'est-ce que je gagne in fine par devant. Il faut avoir le courage d'ouvrir. Et de se dire, le gain que je vais récupérer est plus grand que la perte potentielle que je peux avoir. Et ça, c'est très difficile à mettre en œuvre. Mais les boîtes, de plus en plus, sont dans ce genre de modèle parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Les talents sont n'importe où. Merci à tous. Il y a...